Je suis ravi d'être descendu du Fort Vauban vers ce beau musée de la Romanité. Ça m'amuse un petit peu parce que je suis historien moderniste, donc historien de l'Ancien Régime, bon, qui déborde un petit peu sur le 19e siècle et un petit peu sur la fin du Moyen Âge. Mais bon, je suis quand même très loin de la romanité et je n'ai pas l'intention de vous parler aujourd'hui de la romanité. Par contre, je pense que cette conférence va bien s'intégrer, non pas dans la question des déchets, mais dans la question des enjeux environnementaux en général, en essayant de connecter les connaissances historiques en matière d'histoire environnementale, c'est l'objectif de cette conférence, avec les enjeux actuels sur les questions environnementales. Donc j'ai essayé d'illustrer cette première diapositive, cette diapositive de titre, avec quelques éléments concernant l'apparence des paysages de garrigues aujourd'hui ou dans le passé. Ces paysages qui sont des paysages façonnés par l'homme depuis des siècles. Pour les définir, ces paysages de garrigues, qui sont l'objet de la conférence d'aujourd'hui, je prendrai une définition d'un géographe célèbre dans la région du milieu du XXe siècle, qui est Paul Marr, qui définit ces garrigues comme des bas plateaux essentiellement calcaires qui s'étalent entre le Bas-Rhône et le fleuve Hérault, au pied des Cévennes et des Grands Causses, et qui sont caractérisés par une brousse épineuse à chêne kermès ou par des taillis plus ou moins denses de chêne vert. Paysage à la fois morphologique et végétal. En fait, c'est le chêne kermès qui donne son nom à la garrigue. Le chêne kermès, c'est le garric ou la garouille en occitan. Et dans les textes des historiens, dans les textes d'archives qu'on utilise nous historiens, bon, le terme garrigue est appliqué à toutes ces formations végétales plus ou moins sauvages, plus ou moins broussailleuses, avec une végétation peu dense, quel que soit le substrat, hein. Évidemment, les paysans qui employaient le terme garrigue ou garouille n'allaient pas voir si le sol était calcaire ou si le sol était siliceux avant d'employer le terme garrigue. Donc j'aurai ici une vision assez large du terme garrigue et aussi de la zone géographique des garrigues. Sur cette carte, là, vous voyez que le mot garrigue apparaît dans la zone entre Nîmes et le nord de Montpellier. On pourrait même aller jusque vers Agde. Moi, je n'hésiterai pas à parler également des garrigues qui sont plus à l'ouest, du côté du Minervois, ou même, pourquoi pas, du côté des Corbières. Tous ces espaces-là ont des paysages qu'on peut appeler de garrigues. On a aussi les mêmes paysages du côté de la Provence et en dehors de cette garrigue strictement nîmoise et montpelliéraine qu'on peut considérer si on la prend avec une acception plus géographique finalement que spatiale, plutôt que du point de vue du milieu, du substrat et de la végétation. C'est une zone dans laquelle, cette zone des garrigues, dans laquelle les terrains incultes sont très étendus, hein, du fait de la présence de cailloux, de calcaire, de broussailles, du fait de la pente également. Le climat associé au relief font que c'est une zone dans laquelle il y a beaucoup d'espace laissé en friche aujourd'hui et on verra que c'est aussi le cas par le passé. Mais c'est vrai que dans un contexte, au cours des dernières décennies, un contexte d'intensification agricole, on a eu tendance à intensifier l'agriculture dans les plaines fertiles où l'agriculture peut être facilement mécanisée, tandis que sur les terrains en pente et caillouteux, eh bien, ces terrains ont été laissés à l'abandon encore plus finalement que ce qu'ils avaient été par le passé. Pour présenter cette exploitation des garrigues par l'homme et l'évolution de l'environnement des garrigues au cours des siècles, je vais suivre un plan en trois parties, mais ce ne sera pas le plan en trois parties qui est suggéré par le titre. Vous voyez hier, aujourd'hui et demain, vous pouvez peut-être penser que je vais vous faire grand 1 hier, grand 2 aujourd'hui, grand 3 demain. Le problème, c'est que je suis historien, donc je ne vais pas me risquer à demain. Et finalement, même aujourd'hui, c'est pas tellement dans mes cordes. Je suis quand même spécialiste de périodes un petit peu plus anciennes. Donc je suivrai effectivement un plan en trois parties, mais un plan en trois parties dans lequel je vous parlerai d'abord de la situation des garrigues dans l'histoire, pour les décrire, pour les qualifier.
Puis, dans une seconde partie, je vous parlerai des ressources qui ont été exploitées par l'homme dans le passé dans ces garrigues. Et enfin, j'insisterai en dernière partie sur une ressource en particulier sur laquelle j'ai davantage travaillé, puisque c'est la ressource qui a fait l'objet de ma thèse, une plante, le genêt d'Espagne, le Spartium jonseum, qui a été une plante utile dans la garrigue. Je fais exprès de mettre plante utile entre guillemets, mais évidemment, vous allez voir que toutes les plantes dont je vais parler dans cette conférence ont été à un moment donné utiles pour les sociétés humaines, même si de nos jours elles peuvent parfois être considérées comme nuisibles, inutiles, vaines, sans aucun intérêt. J'essaierai de vous montrer le contraire, et c'est finalement là-dedans, par cet aspect-là, que j'essayerai de coller à la question d'aujourd'hui et de demain, en montrant que par le passé, les sociétés humaines dans notre région, Gard, Hérault, Aude, ont su utiliser une multitude de ressources, une grande variété de ressources de la garrigue, et ça pose la question des besoins de la société actuelle et des sociétés futures qui ne savent plus utiliser ces ressources-là, et quelquefois même qui n'ont plus conscience de l'existence de ce qu'on connaissait encore dans les années 1940 comme pouvant constituer des ressources. Alors pour commencer, les garrigues dans l'histoire, définition de la garrigue, en approfondissant un petit peu ce que je vous disais en introduction, les garrigues, c'est avant tout de vastes terrains incultes. Et si on les cherche dans les garrigues, dans les archives dans le passé, on a confirmation que, comme aujourd'hui, ce sont a priori de vastes espaces incultes. Si on prend l'exemple d'une commune, alors c'est pas dans le Gard, c'est dans l'Hérault, mais bon, j'avais fait la carte pour cette commune-là, donc je préfère utiliser une carte que j'ai déjà toute prête. Une petite commune de l'arrière-pays de l'Hérault, vous voyez que on a l'avant-dernière case de la légende, qui est cette espèce de vert terne ici, qui est appelé dans le cadastre napoléonien des années 1820 le type d'occupation du sol pâture. Le cadastre d'aujourd'hui appellerait ça davantage land au niveau fiscal, pour fiscaliser. Et vous voyez que cette couleur pâture, elle est présente ici, vers le centre de cette commune, ici aussi, vers le sud, c'est-à-dire, je vous ai mis un cartouche ici à côté, le relief, ben, vous voyez que c'est des terrains de collines, de pentes, avec un relief un petit peu plus élevé, hein, vers le centre-nord et vers le sud. Quand on est sur les reliefs vraiment les plus élevés, la pâture est remplacée par des espaces boisés. Il y a donc cette idée que la pâture est dénudée, qu'il n'y a pas d'arbres ou qu'il y a très peu d'arbres. C'est une garrigue peu boisée. Et ce qui est appelé bois dans le cadastre, ben, ça peut être ce que nous, aujourd'hui, on voit autour de nous quand on regarde les garrigues, parce que les garrigues se sont spontanément reforestées au long des dernières décennies, si bien que les garrigues actuelles ressemblent sans doute davantage au bois du 19e siècle qu'aux garrigues du 19e siècle, qui étaient extrêmement dénudées parce que, vous le voyez, elles étaient des pâtures pour le bétail, elles étaient pâturées, ce qui aujourd'hui est quand même devenu beaucoup plus rare. Donc là, c'est surtout le type d'occupation du sol pâture qui correspond à la garrigue, et vous voyez que c'est à peu près la moitié de l'espace du territoire de cette petite commune héroltaise. Si je replace cette petite commune héroltaise dans un contexte plus vaste du lot des voies, on est ici, donc dans l'arrière-pays de l'Hérault, autour de la ville de Lodève qui se trouve ici, ou de la ville de Clermont-Lérault qui se trouve par ici, eh bien vous voyez ici, non pas tous les types d'occupation du sol, mais je vous ai juste représenté la part de la surface communale occupée par les terrains incultes. J'ai laissé de côté les bois, j'ai laissé de côté certains types mixtes qui mêlent des bois et de l'inculte, mais vous voyez que l'inculte, c'est en général à peu près la moitié de l'occupation du sol. Alors évidemment, quand on est dans la vallée alluviale fertile de l'Hérault, on tombe à moins de 20% de l'occupation du sol, parce que c'est un espace qui est très agricole au XIXe siècle, cadastre napoléonien. Bon, on a à peu près les mêmes types d'occupation du sol aujourd'hui, hein. C'est la région viticole et oléicole. À l'époque, il y avait aussi davantage de céréales. Et comme à l'autre bout, on est sur le plateau du Larzac, là, au contraire, on dépasse les 60-70% d'occupation du sol,
incultes. Alors on n'appellera pas ça des garrigues, on appellera ça les paysages cossonards. Mais bon, qu'est-ce que le cosse à part une forme de garrigue un petit peu plus en altitude, mais en tout cas un paysage relativement peu boisé. Ces espaces peu boisés, ces espaces incultes, ces espaces de garrigues, ça a été utilisé dans l'histoire principalement comme pâture, et on voit ça encore du côté d'Alès et de Salindre, du côté d'Allègre-les-Fumades pour être plus précis, au début du XXe siècle. Voilà une carte postale qui nous représente bien un troupeau en train de paître au milieu de formations broussailleuses, peut-être des chênes kermès, je ne vois pas très bien, et derrière des arbres déjà, et parmi ces arbres, c'est le chêne vert qui domine, donc une forme de garrigue boisée. Peut-être garrigue en train de se fermer déjà au début du XXe siècle avec un début de déclin de l'élevage, peut-être un petit peu plus boisé que ce que ça a été au XVIIIe ou au XIXe siècle. Cette garrigue boisée a accueilli par le passé des troupeaux avec un nombre de têtes supérieur au nombre d'habitants des villages concernés. On a toujours davantage de têtes de moutons et de brebis que d'êtres humains jusqu'au XIXe siècle dans ces espaces-là. Et il faut ajouter à tout cela également, dans certaines zones, le passage de troupeaux transhumants qu'il fallait bien nourrir pendant quelques jours ou quelques heures lorsqu'ils s'arrêtaient, et aussi sur certains itinéraires commerciaux, le passage des bêtes du Massif central qui vont vers les abattoirs de Marseille. Avant de se faire abattre à Marseille, ces bêtes, il faut bien qu'elles s'engraissent, qu'elles mangent jour après jour au long des différentes étapes, le long des chemins. Donc en plus du bétail local, ça fait du bétail de passage qui forcément a dû se nourrir sur ces espaces-là. À côté de ce passage du bétail ou de cette présence du bétail, il y a aussi des usages collectifs sur la garrigue qui tombent en désuétude seulement dans la première moitié du XXe siècle, avec même un retour pendant les périodes de pénurie de la Seconde Guerre mondiale, avant une disparition définitive ensuite dans les années 1950-1960. Parmi ces usages collectifs, je pense notamment à ce qu'on appelle le droit de lignerage, le droit d'aller récupérer les matières ligneuses, donc d'aller récupérer le bois sec, le bois mort, pour les populations pauvres notamment, qui pouvaient se chauffer avec ces ressources des garrigues, qui sont souvent des terrains communaux. Souvent, mais pas toujours, pas exclusivement, mais il y a ces droits qui ont existé. Les garrigues sont en fait plus complexes que le seul pâturage et la seule exploitation du bois mort. Parce que si on se promène dans les garrigues, on voit aussi des constructions en pierre sèche qui portent des noms variés selon le lieu. Alors là, je ne vous ai pas mis des photographies de capitelles de la garrigue nîmoise et alentour, pourtant j'aurais pu, il y en a des milliers. Mais j'ai pris le nom local nîmois, le terme qui est d'origine nîmoise, qui est capitelle. Ailleurs, c'est souvent cabane, borie ou d'autres noms. Et ces capitelles, elles sont au milieu de terrains en herbe ou en broussailles, éventuellement sous les arbres quelquefois. Donc des terrains qui correspondent peu ou prou à ce qu'on appelle la garrigue. Et c'est vrai que ces capitelles, on les considère souvent comme des cabanes de bergers qui s'abritent là en faisant paître leurs troupeaux dans la garrigue. Mais ça peut être aussi, en plus du pastoralisme, des abris pour des personnes qui viennent aussi par là, dans les garrigues, pour des activités de cueillette, par exemple. Il n'y a pas que des capitelles dans la garrigue, il y a aussi des murs en pierre sèche. Je vous prends encore un exemple hérolté, mais on a une multitude d'exemples dans la garrigue de Nîmes. À l'arrière-plan, vous voyez effectivement une garrigue qui est traversée par ce mur de délimitation en pierre sèche qui doit être une limite de propriété, une limite de commune, peut-être quelquefois pour les plus importants. Vous remarquez peut-être à l'arrière-plan qu'au-dessus, les garrigues ont été reboisées. C'est l'action de la RTM, de la restauration des terrains en montagne, qui se pratique depuis les années 1860, depuis Napoléon III, pour lutter contre l'érosion, contre les crues, contre les inondations. On a pris conscience du fait que les garrigues étaient trop déboisées et que les montagnes étaient trop déboisées, et donc on a reboisé avec des arbres à croissance rapide, qui sont des sapins, des résineux. Mais vous voyez ici que le mur en pierre sèche délimite aussi des terrains cultivés, notamment une vigne ici à gauche. Et donc finalement, les caractéristiques liées à la pierre sèche ne sont pas exclusivement de la garrigue inculte,
Mais ce sont aussi des caractéristiques qu'on retrouve dans des terrains morphologiquement, géologiquement proches de la garrigue, mais qui ne sont pas à l'abandon et qui sont cultivés. Même chose sur l'image suivante, on a énormément de murs en pierre sèche qui délimitent des installations hydrauliques, des fossés d'irrigation ou au contraire des fossés pour évacuer les eaux, pour drainer les eaux lors des inondations. C'est le cas ici sur cette image. Et là, il n'est pas du tout question de terrain inculte et pourtant on a les mêmes aménagements, les mêmes infrastructures que dans la garrigue. Ici, vous remarquez des cabanes en pierre sèche ou un petit mazette, un appentis en pierre sèche intégré dans un vaste mur de pierre sèche entre deux parcelles qui est connecté avec une vigne. Même chose au-dessus, une capitelle connectée avec une vigne. Vous remarquez la couleur des pierres et vous comprenez bien entendu que une des vocations de ces constructions, c'est pas seulement de faire des murs de séparation des terrains ou de faire des abris, c'est aussi dépierrer, de se débarrasser des pierres et d'en faire quelque chose d'utile pour pouvoir cultiver les terres agricoles en ayant enlevé les plus gros blocs, ceux qui posaient problème. Autre paysage de garrigue, très caillouteux, très rocheux, dans lequel on voit des murs en pierre sèche et des arbres à l'abandon, une ancienne oliveraie. On voit bien qu'il y a une uniformité ici, au milieu des chênes blancs ou des chênes verts ou des lierres, l'apparition ici des oliviers. Ça nous confirme bien qu'il y a certaines garrigues qui ont été, par le passé, des oliveraies, des vignes, des cultures arbustives. Et vous me voyez venir vers ma sous-partie suivante. Finalement, l'historien est là pour étudier un environnement qui évolue, pour étudier des choses qui évoluent. Donc l'historien qui fait de l'histoire environnementale s'intéresse aux dynamiques environnementales. Et on voit bien là qu'il y a des terrains qui ont été abandonnés dans le passé, mais qu'autrefois il y avait des cultures permanentes sur cette image-là, en terrasse, avec des oliviers. C'est le témoin d'une occupation passée. Et donc ce qui intéresse l'historien, ce qui m'intéresse ici finalement, c'est les dynamiques spatiales d'un socio-écosystème. Alors j'ai hésité à appeler ça socio-écosystème, éco-sociosystème. On en avait beaucoup discuté avec un collègue. Bon, le collègue est là. Je me dis, tiens, je ne peux plus changer mon diaporama, mais j'aurais peut-être dû mettre éco-sociosystème, parce que pour l'historien des périodes les plus anciennes, l'aspect écosystème est sûrement plus important que le sociosystème. Autrement dit, la nature est beaucoup plus contraignante à l'égard de la société humaine que dans la situation actuelle où on raisonne davantage avec des socio-écosystèmes qui sont davantage dominés par l'homme et une nature davantage dominée par l'homme. Le géographe André Billange, qui a fait un ouvrage remarquable sur la garrigue de Nîmes en 1943, résume bien les choses. Il nous explique qu'il y a le sol, qu'il y a le climat, comme je vous disais en introduction, mais que l'homme est intervenu, que ce soit depuis l'Antiquité ou depuis le Néolithique. Il ne m'appartient pas de rentrer dans la chronologie de ces phases relativement anciennes, mais en tout cas pour les 15e, 16e, 17e, 18e, 19e et même 20e siècle, on a des interventions humaines qui font la garrigue et qui font qu'il y a des dynamiques spatiales, des évolutions au cours du temps. Voilà un paysage qu'on pourrait trouver aussi dans la garrigue de Nîmes, mais qui se trouve dans la région du Pas de l'Escalette, donc au nord de l'Odève. Vous voyez sur cette parcelle finalement de tout, puisque vous avez l'état d'épièrrement, les murs de soutènement en pierre sèche, les murs de délimitation en pierre sèche qui peuvent être aussi tas d'épièrrement. Il y a certainement des tas d'épièrrement ici aussi. Il y a certainement des capitelles intégrées, mais on a du mal à les voir parce qu'elles sont minuscules. Mais il y a des mazettes, des constructions un petit peu plus élaborées. Et puis, il y a une forme de polyculture avec la vigne, avec les amandiers en fleurs. J'ai fait la photo en février. Avec les oliviers. Donc, c'est la polyculture méditerranéenne. Ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'agroforesterie. On mélange des arbres fruitiers, de la vigne, dans le passé également des céréales qui étaient cultivées entre les ceps de vigne. L'espace est utilisé au maximum. C'est finalement un espace mosaïque où l'oliveraie voisine avec la vigne, qui voisine avec le champ. Parfois,
L'ensemble se mélange et il y a même des espaces qui sont complètement dans les broussailles, qui sont des garrigues au sens initial, à l'état pur, c'est-à-dire des garrigues incultes, des garrigues qu'on pourrait croire sauvages, mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas sauvage, parce que les dynamiques végétales sont le résultat de dégradation par l'homme et par les troupeaux dans le passé. Là, on était aujourd'hui, mais sur cette image, on voit la même chose, à une époque où la photographie n'existait pas, sur un des plans parcellaires de la garrigue de Nîmes de la fin du XVIIIe siècle. Vous avez finalement des véoles, c'est-à-dire vignes et oliviers, véoles, vignes et oliviers, avec ensuite le nom du propriétaire. Et là, qu'est-ce que vous avez de beau? Une garrigue, autrement dit, un terrain inculte qui peut servir de pâturage avec quelques broussailles et probablement très peu d'arbres, puisqu'il y avait beaucoup de bétail à cette époque-là. Et aux angles de beaucoup de ces parcelles de vignes ou oliviers, vous voyez des capitelles qui ont été schématisées. Et ici, probablement aussi un tas d'épierrements qui vient élargir un mur de délimitation de parcelles. Donc les paysages qu'on voit aujourd'hui encore dans quelques espaces et de moins en moins de la garrigue où il y a encore cette polyculture, c'est les paysages qu'on avait au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle de manière extrêmement courante. On peut essayer de dater ces capitelles, et là, le problème se pose parce qu'il y a très peu de documents qui les mentionnent, parce que c'est des bâtiments absolument modestes, et ce sont des bâtiments qui souvent ne sont pas fiscalisés, qui n'apparaissent pas dans les documents cadastraux, dans les documents fiscaux. Là, on a un acte notarié qui témoigne d'une des plus anciennes capitelles connues dans la garrigue nîmoise, en 1612, une capitelle à pierre et suite, comprenez une capitelle, une cabane en pierre sèche. On a la chance d'avoir mention ici de cette capitale parce qu'il s'agit d'un contrat d'engagement d'un maçon avec un préfet qui s'engage pour un certain montant à construire une capitale. Mais la plupart du temps, les capitales sont construites par les paysans ou par les bergers eux-mêmes, donc ils ne laissent pas de traces d'archives. Et c'est le problème de l'historien qui travaille sur les garrigues, c'est que toutes les activités marginales que je suis en train de vous présenter et que je vais continuer à énumérer dans les sous-parties suivantes, toutes les activités qui sont à côté de la céréaliculture, de l'élevage du mouton, de la culture de la vigne ou de l'olivier, ce sont des activités qui souvent paraissent comme marginales et comme dérisoires et donc qui ont fait l'objet de très peu de mentions dans les archives. Mais si on ajoute une multitude d'activités marginales les unes aux autres, vous allez voir que ça commence économiquement, pour l'économie du ménage, ça commence à représenter quelque chose. Ça représente notamment ce que j'ai essayé de vous mettre avec une flèche rouge sur ce schéma. Ça représente la possibilité de défrichement. Une terre en garrigue n'a pas vocation, en fait, à rester tout le temps en garrigue. Et contrairement à ce que je vous ai suggéré par la comparaison entre la photo de la garrigue et des vignes et des oliviers à Péguerolles de l'Escalette et du plan parcellaire des vignes, des oliviers et de la garrigue à Nîmes en 1773, on n'a pas une immobilité du parcellaire, un immobilisme jusqu'à ce que cette civilisation rurale traditionnelle disparaisse peu à peu entre le milieu du XXe siècle et aujourd'hui. On a en fait des mutations et la flèche rouge est là pour montrer que vers la partie qui reste en broussaille, en général le plus loin possible de l'habitat, et donc plutôt sur les hauteurs, lorsque les villages sont plutôt à mi-pente ou dans les plaines, eh bien, au-dessus des terrasses de culture en pierre sèche avec les vignes et les oliviers, il y a toujours une zone où il peut y avoir des cabanes en pierre sèche, où on laisse paître le bétail, mais où on peut périodiquement aller défricher pour conquérir un nouvel espace vital pour cultiver de la vigne ou pour cultiver des céréales, par exemple. Donc cet espace mosaïque, en fait, c'est un espace mouvant, c'est un espace qui se transforme, et le saltus des agronomes latins, c'est-à-dire l'inculte, la garrigue, ça peut devenir la guerre des agronomes latins, c'est-à-dire le champ cultivé, c'est-à-dire l'espace productif. Ces variations se font en rapport essentiellement avec les variations de la démographie. Dans les sociétés anciennes, on a une démographie extrêmement fluctuante en fonction des épidémies, en fonction des guerres et en fonction des famines, les trois pouvant parfois se retrouver de manière concomitante au même moment et créer de véritables crises démographiques.
Et on a, entre 1315 et 1348, une multiplication des famines et une aggravation de la situation en 1348, alors que vient de commencer la guerre de 100 ans et qu'arrive la peste noire, la première occurrence de cette grande épidémie de peste qui va revenir régulièrement pendant toute la fin du Moyen-Âge et toute l'époque moderne. Donc la population française, qui était au moins à 17 millions d'habitants, et on pourrait dire frontière actuelle plutôt autour de 20 millions d'habitants, est descendue jusqu'autour de 10 millions d'habitants pour remonter ensuite, au moment des guerres de religion vers 1560, qu'on ne voit pas ici sur ce schéma, remonter autour de 20 millions d'habitants au milieu du XVIe siècle. Donc dans une population du pays qui passe de 20 à 10, puis de 10 à 20 millions d'habitants à l'espace de moins de 2 ou 3 siècles, eh bien, la quantité de terre nécessaire pour subvenir aux besoins de la population, notamment les besoins alimentaires, mais pas seulement, est une quantité de terre qui forcément fluctue énormément. Et donc cette garrigue, elle aussi, fluctue énormément dans cette mise en valeur. Sans rentrer dans le détail, je vous laisse lire cette diapo. Quand la population diminue, les parcelles les moins fertiles, les moins intéressantes deviennent des friches, donc deviennent des garrigues. Et quand la population réaugmente un siècle ou 2 siècles plus tard, eh bien, ce sont ces garrigues, ces pâturages, qui... Voilà, c'est ici. Ce sont ces pâturages qui deviennent des terrains cultivés. Enfin, les populations de l'époque n'ont pas gardé le souvenir de ce qui s'était passé 2 siècles avant, hein, en général. Elles n'ont pas toujours conscience de remettre en culture des espaces qui avaient été cultivés par le passé. Elles ont simplement l'impression de défricher une forêt impénétrable qui avait finalement repris ses droits après plusieurs décennies ou plusieurs siècles de déprise agraire. Hein. Finalement, c'est l'alternance entre défrichement et déprise agraire, reforestation spontanée, si vous voulez. Pour connaître ces fluctuations, on a des données paléo-environnementales aujourd'hui, hein, des données biologiques, paléobotaniques liées à l'archéologie, et on a aussi les documents fiscaux et seigneuriaux, donc les cadastres, qu'on appelle dans le sud de la France, enfin en Languedoc, les compois, documents fiscaux, municipaux, fiscaux, et les documents seigneuriaux qui sont du même type, c'est-à-dire les terriers, qui énumèrent des propriétaires. Ici, c'est les biens de Jean de Lafanone. Jean de Lafanone possède premièrement une maison et cour qui se trouve au quartier de Saint-Césaire, on est à Nîmes, une vigne qui est au Saut de l'Èbre. Saut de l'Èbre, ça existe encore, hein, le Saut de Lièvre, c'est une rue qui est juste à côté de Saint-Césaire, et une autre vigne qui est aussi au quartier de Saut de l'Èbre, et puis etc., etc. On devine sur la page de droite qu'il y avait d'autres pages, d'autres parcelles avec l'ensemble des propriétés de la dame. On peut donc arriver à compter les propriétaires, donc les chefs de famille, ou les veuves éventuellement, mais souvent c'est un homme et on suppose que derrière il y a 3, 4 ou 5 personnes en moyenne, hein, l'épouse et les enfants au moins. Et on peut arriver aussi à compter les parcelles. Donc on compte les parcelles, les maisons, on compte les vignes, comme ici, on compte tous les types de parcelles et on peut bien voir à l'aide de ces cadastres qu'il y a une évolution de la mise en culture. Si on schématise ça avec le cas de l'Anglade grâce aux travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie, vous voyez dans plusieurs compois successifs, plusieurs cadastres, 1500, 1576, 97 et 1652. Vous voyez dans la partie garrigue, on laisse tomber la partie terre fertile et on parle que de la partie caillouteuse, donc c'est le sud du terroir de l'Anglade quand on part du côté de Bernis, pour ceux qui situent. On voit bien que les terrains de garrigue communaux, donc non appropriés, où tout le monde avait le droit d'aller faire paître son bétail, droit de lignurage, etc., etc., ces terrains diminuent peu à peu au fur et à mesure que la population augmente. Et dans le même temps, sans surprise, la propriété privée défrichée augmente, c'est-à-dire que des terrains qui étaient communaux deviennent privés à partir du moment où quelqu'un fait l'action de les défricher, de les emmurailler avec des murs en pierre sèche et d'y cultiver quelque chose. Alors, y cultiver quelque chose, on peut aller voir ça sur des cartes qui ont été faites pour ce même territoire de l'Anglade aux mêmes dates à partir des travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie, à une époque où on faisait déjà de l'histoire environnementale sans le savoir et sans employer le terme, finalement.
Eh bien, en 1500, à une époque où la reprise après la peste noire est à peine en train de se faire, c'est au nord du village de Langlade, donc c'est la partie Vaunage qui est cultivée. Et la partie qui est au sud du territoire, c'est dans les cailloux, dans les garrigues. Vous voyez que c'est tout blanc, c'est des terrains communaux, c'est des espaces que personne ne veut parce qu'ils ne sont pas suffisamment fertiles. Mais en 1576, la population a augmenté. Vous voyez qu'il y a des champs qui ont été ouverts dans la garrigue. En 1597, il y a encore une légère augmentation de ces champs. Et vous remarquez qu'ils ne sont pas toujours au même endroit. Ça veut bien dire que une garrigue en 1500 n'est pas au même endroit qu'une garrigue en 1597, n'est pas au même endroit que sur le plan de Nîmes en 1773, et n'est pas au même endroit sur la photo que moi je peux vous faire au début du XXIe siècle. Hein. Et de même, une vigne perdue au milieu des garrigues n'est pas là depuis 500 ans. Il y a eu des arrachages, des replantations, des déplacements. On le voit là, hein, il y a déjà des déplacements entre certains champs, certains secteurs de champs. Alors, ce n'est pas exactement des champs, c'est des groupes de champs qui ont été faits parce qu'on n'a pas ici des éléments parcellaires, on n'a pas de plan précis et on triche un petit peu quand on fait cette carte-là. Mais on voit qu'il y a des changements. Et puis, là, c'est surtout des champs. Mais quand on passe à 1652, les cultivateurs ont abandonné les champs et ils les ont remplacés par des vignes. Et ils ont nettement accru la puissance de vigne, la surface en vigne, parce qu'ils se sont aperçus effectivement que le champ dans le caillou, les céréales dans le caillou, ça pousse pendant 2 ou 3 ans, puis le sol s'épuise. Les pluies méditerranéennes font que les éléments fertiles, les rares alluvions qui sont au milieu des cailloux de garrigue sont emportés vers le bas des pentes. Et au bout de quelques années d'épuisement des sols, on ne peut plus cultiver de champs de céréales. Donc soit on abandonne la garrigue, ça arrive parfois, soit on convertit cette garrigue en oliveraies ou en vignes, qui sont des plantes qui s'adaptent aux cailloux, qui s'adaptent mieux aux contraintes de la nature méditerranéenne. Donc cet exemple-là vous montre bien le côté mouvant de l'exploitation de la garrigue, là seulement sur 2 siècles. Je ne vous dis pas donc la situation sur 3, 4, 5 siècles. Forcément, ça bouge encore plus. Et l'histoire est loin d'étudier des paysages qui seraient restés immobiles jusqu'à la civilisation industrielle, comme on le croit parfois, hein, finalement, en se disant que les vrais changements, ils se passaient à la limite dans les terres fertiles, mais pas sur ces espaces marginaux. Eh bien si, il y a aussi des vrais changements de mise en culture, de stratégie, avec l'essor de la viticulture dans un but commercial pour vendre le vin en ville notamment, qui se développe au XVIIe siècle, bien avant l'âge industriel. Je vous ai mis ici ce schéma réalisé par un historien italien parce que c'est un schéma qui montre des phénomènes que les historiens de toute l'Europe sont en train de découvrir depuis une dizaine d'années et qui étaient jusque-là non pas ignorés mais grandement sous-estimés. Sandro Carocci a montré que dans le Latium du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, avec des persistances jusqu'au 16e, 17e siècle, il y a en fait plus de la moitié de la production céréalière qui n'est pas produite dans les champs permanents ou à rotation, à assolement triennal ou biennal avec jachère, comme on le conçoit traditionnellement, mais plus de la moitié de la production céréalière qui consiste en fait en de la production de seigle au milieu de forêts, de broussailles, de terrains caillouteux, ce qu'on appellerait chez nous des garrigues. Hein. Le Latium, c'est aussi l'Europe méditerranéenne avec les mêmes caractéristiques végétales et morphologiques qu'ici. Et il y a plus de la moitié du sol, de la moitié de la production qui vient en fait de ces espaces qu'il appelle ici des quartiers, qui sont conquis sur la forêt et qui ne sont pas des zones de culture permanente, mais qui sont des zones de culture temporaire, où on a donc de la forêt ou de la garrigue légèrement boisée, au milieu de laquelle il y a une mosaïque, une peau de léopard, avec quelques champs qui sont gagnés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avec une forme d'agriculture itinérante sur brûlis. Écobuage, culture de céréales pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis épuisement du sol, abandon du sol et défrichement d'un champ du même type à 100 mètres de là pour faire la même chose pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. L'essentiel du sol reste communal, l'essentiel du sol reste en friche, mais il y a les taches de la peau de léopard qui produisent des quantités considérables de céréales, alors que jusqu'à présent, dans les archives, on ne les voyait pas, ces espaces-là, puisque c'est des cultures temporaires,
que le sol n'est pas approprié, sinon le temps de la culture pendant 2 ans ou 3 ans, ensuite ça redevient un terrain communal et ça revient dans le pot commun. Et jusque-là, les historiens du Moyen-Âge de l'époque moderne n'avaient pas pris en considération ces espaces-là comme des espaces véritablement productifs. Donc ces espaces ne sont pas que le lieu de pâturage ou de droit de lignurage, ce sont aussi des zones de défrichement, mais pas forcément des défrichements qu'on voit dans les compois et cadastres, mais c'est souvent des défrichements qui n'apparaissent pas dans les archives, sinon de manière très très allusive dans un procès, lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il peut y avoir un accord concernant un lieu où on découvre que tiens, par surprise, cette année-là, il y a eu un petit bout de champ de céréales qui a été cultivé, mais c'est quelque chose de vraiment essentiel pour l'économie. Et finalement, c'est une production non négligeable parce que le sol qui a été abandonné pendant plusieurs décennies à la garrigue est relativement fertile, avec tous les éléments organiques issus des feuilles mortes qui se trouvent dans le sol. Et c'est finalement pas très coûteux à mettre en culture. C'est pas comme un véritable champ qu'on va labourer chaque année de manière profonde avec arères ou charrues et des bêtes. C'est un champ qu'on conquiert essentiellement par écobuage, c'est-à-dire que c'est le feu qui va venir à bout de l'essentiel des broussailles. Et puis si au milieu il y a un gros arbre qui gêne, eh bien on le contourne. On ne s'en débarrasse pas. On fait comme dans les sociétés traditionnelles finalement d'Afrique ou d'Asie, comme on peut le voir encore ou comme on pouvait le voir ces dernières décennies. Donc les historiens médiévistes ou modernistes qui travaillent sur ces questions-là se sont beaucoup inspirés de l'anthropologie, de l'ethnographie, de l'observation des sociétés traditionnelles pour aller voir des modèles qui finalement se retrouvent dans les archives quand on sait lire précisément les archives de cette époque-là. Et puis bien sûr, au milieu des quartiers, j'allais oublier de vous dire, il y a quand même le village et les cultures permanentes comme on le conçoit, évidemment, dans l'historiographie classique qui a mis en évidence le village avec les cultures principalement céréalières et l'assolement triennal autour du village. Cet environnement de garrigue, vous voyez que c'est un environnement qui change beaucoup. Alors, les enjeux actuels, ce n'est pas ma spécialité, mais je voulais quand même les aborder rapidement. Les enjeux actuels, c'est la protection ou le risque, les menaces qui pèsent sur ces garrigues. Ces garrigues ont été menacées au cours des dernières décennies de 2 manières, en liaison avec les évolutions de la répartition du peuplement. Dans l'Hérault et dans le Gard, ici, vous voyez, sans surprise, les zones qui, au cours des dernières décennies du XXe siècle, ont gagné beaucoup d'habitants. Et ce sont essentiellement les zones littorales, alors que vers 1800, on avait une population qui était à peu près uniformément répartis entre le littoral et l'arrière-pays, avec finalement des villes moyennes aussi dans l'arrière-pays et des petits villages sur le littoral et des villages petits ou moyens, parfois gros, dans l'arrière-pays. Maintenant, on a une population qui s'est beaucoup plus massée vers les littoraux et qui a délaissé les terres les moins fertiles. Donc, une des menaces sur les garrigues de l'arrière-pays, qui se trouve un petit peu en retrait par rapport au littoral, c'est la déprise agraire et c'est donc la fermeture des milieux, l'embroussaillement des milieux, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Voilà une vue des alentours du Pic Saint-Loup avec des garrigues dénudées et un troupeau au milieu du 19e siècle. Et la même vue à la fin du 20e siècle, vous voyez qu'en fait, autour du Pic Saint-Loup, et ce n'est pas la zone la plus sauvage des alentours de Montpellier, aux alentours du Pic Saint-Loup, il y a une reconquête forestière, une reconquête des arbres, comme on n'avait pas connu depuis des siècles, voire depuis des millénaires. Et dans le même temps, autour des villes, j'ai fait la photo en 2009, mais si on y retournait, on verrait que les villas en construction sont sûrement allées beaucoup plus loin vers la gauche de l'image. Autour de nos villes, les garrigues sont finalement des terrains d'urbanisation, et surtout d'ailleurs sur les terrains les plus plats, donc les terrains les plus fertiles. Et finalement, ce n'est pas toujours les terrains les plus en pente qui ont été pris par l'urbanisation. Et donc les problèmes que ça pose, c'est le mitage des garrigues lorsqu'on a des villas dispersées dans ces territoires-là,
avec le problème des crues, le problème de l'artificialisation des sols qui fait que les eaux dévalent davantage et qu'il y a davantage de problèmes de crues qu'autrefois, et le problème du risque incendie également. Le risque incendie autrefois n'existait qu'en ville. On n'a pas dans les archives de grands incendies de garrigues. Il pouvait juste y avoir quelques petits incendies qui étaient déclenchés par les bergers pour faire repousser l'herbe, mais c'était extrêmement limité puisqu'il n'y avait pas d'herbe sèche et de broussailles sèches en grande quantité qui pouvaient donner lieu à des incendies. Donc ça, c'est une réflexion à avoir pour l'actuel et pour le futur, et je sais que en plus d'acheter des canadaires, aujourd'hui, il y a aussi une réflexion de remettre des moutons ou de remettre des chèvres dans les garrigues, qui sont un moyen peut-être moins coûteux, et en plus ça produit du lait et ça produit de la viande, contrairement aux canadaires. Deuxième partie, les garrigues ont produit dans le passé des ressources abondantes qu'on n'aura jamais le temps et que je n'aurai pas la compétence de tout aborder parce qu'il y en a une multitude et on en découvre encore tous les jours. Il y a du caillou, donc forcément il y a des carrières. Je vais laisser les carrières de côté. Il y a des lapins, un beau lapin venu de l'histoire naturelle de Buffon à la fin du XVIIIe siècle. Eh bien, il y a la chasse, effectivement, qui fait partie des activités traditionnelles de la garrigue autour des siècles passés. Mais moi, je voudrais surtout insister sur ce qui est davantage de ma spécialité, c'est-à-dire l'abondance des ressources végétales. Et des ressources végétales qui sont extrêmement variées. Par exemple, dans un petit texte du scribe de M. de Bachy, le marquis d'Aubé, pas loin de Nîmes, le scribe Pierre Prion, qui raconte la vie au village, il raconte en 1721 les suites de la peste de Marseille de 1720 qui approche d'Alès, qui approche d'Uzès, et qu'on craint de voir arriver à Aubé. Et que font les femmes et les filles du village? Elles cherchent des remèdes de bonnes femmes, dirions-nous aujourd'hui, pour se prémunir contre la peste. On pense que la maladie vient des mauvaises odeurs, donc on accumule des herbes cultivées, comme l'ail et l'oignon, ou des herbes sauvages, des aromates notamment, pour essayer de chasser le mal avec des bonnes odeurs. Ça nous montre que les femmes, notamment, ou les enfants, s'adonnent régulièrement à des activités de cueillette. Et ces activités de cueillette, ça ne sert pas que en cas de peste, ça sert aussi pour fournir les parfumeurs montpelliérains. Avant, grâce au XIXe et au XXe siècle, c'est Montpellier, la grande ville productrice de parfums. Et donc, il faut s'imaginer qu'autour de Nîmes, autour de Montpellier, dans les garrigues, on récolte de la lavande aspic, on récolte du romarin et toutes sortes d'autres plantes pour fournir les parfumeurs de Montpellier. À Galargues, on s'est fait une spécialité de la collecte du tournesol tinctorial qu'on appelle aussi la morelle. Mélangé avec de l'urine sur des vieux chiffons, ça permet d'obtenir une teinture bleue. Et on vend ces chiffons jusqu'aux Pays-Bas où on enroule le fromage avec ces chiffons teints en bleu et il y a une réaction chimique qui se produit et ça rend la croûte du fromage hollandais rouge. Eh bien, tout ça, ça vient de Galargues au XVIIIe siècle, qui avait une spécialité dans la cueillette de cette plante sauvage de garrigue. Et les Galargois étaient très jaloux des lieux où ils arrivaient à aller récolter cette plante sauvage. Il y a les truffes, par exemple. À Caveyrac, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, on a des particuliers qui achètent en adjudication aux enchères le droit d'aller récolter les truffes, moyennant plusieurs milliers de francs pour plusieurs années, pour avoir l'exclusivité des truffes dans les communaux, et ça rapporte de l'argent à la mairie. À Parignargues, par exemple, c'est pas plusieurs milliers d'euros à un adjudicataire, c'est de francs, pardon, j'ai dit euros, je crois. À l'époque, c'est les francs. C'est 20 francs par habitant de la commune qui veut avoir le droit d'aller ramasser des champignons, qui veut avoir le droit d'aller ramasser des truffes. Donc, ressources individuelles pour les paysans, ressources pour des entrepreneurs déjà un petit peu spéculateurs, un petit peu capitalistes qui prennent en adjudication les communaux de plusieurs villages pour aller exploiter les truffes pour pouvoir les vendre.
Dans les plantes utiles de la garrigue, on a aussi le kermès, c'est cet insecte, le vermillon, mais qu'on appelle aussi le kermès, qui est un parasite du chêne kermès, dont les œufs sont rouges et qui produit une teinture rouge qui se vend à prix d'or. Teinture rouge qui est en déclin au XVIIIe siècle avec la surexploitation des garrigues, mais qu'on retrouve aussi dans les archives, notamment quand il y a des conflits d'usage autour de ces ressources de la garrigue. J'ai même trouvé, à propos de l'asphodèle, cette plante très abondante dans nos garrigues, un cas au doigt, au nord de Carcassonne, au pied de la montagne Noire, d'une paysanne en 1860 qui passe un contrat avec la mairie pour avoir le droit d'utiliser les bulbes de cette racine de l'asphodèle. On sait juste que c'est pour distiller. Je ne peux pas vous dire si c'est pour faire un alcool qui est utilisé ensuite pour boire ou pour d'autres usages, mais je n'ai pas trouvé ça ailleurs que dans l'Aude. Si vous trouvez ça dans les garrigues gardoises, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça montre bien qu'il y a encore d'autres plantes qu'on ignore certainement et qui pourtant ont été des ressources de la garrigue. Je voudrais insister un petit peu plus longuement que sur toutes ces plantes sur le cas du buis, qui est a priori le comble du végétal sauvage, mais qui est pourtant un végétal aux usages variés. Aujourd'hui, si on regarde nos garrigues autour de Nîmes ou de Montpellier, on peut trouver des espaces où il y a des buis à perte de vue et où il n'y a quasiment que des buis, comme ici entre Notre-Dame de Londres et Saint-Martin de Londres. Bon, j'ai fait la photo en 2019, depuis la pyrale du buis est passée et ce même espace, si vous allez le voir, il est au bord de la route, il n'est plus tout à fait dans le même état, il a été dévasté par cette chenille venue d'Asie et issue des transformations environnementales récentes. Mais dans les archives, on trouve des mentions de buis. Par exemple, là, j'ai des buis qui sont mentionnés dans un lieu-dit, un tènement qui s'appelle Bouisset. Les terrains en question ne sont pas appelés des pâtures ou des garrigues, contrairement aux 3 parcelles précédentes qui sont des garrigues. Là, c'est des bouissasses. Comprenez par là, ce sont comme des garrigues, mais avec beaucoup de buis. Et je suis allé sur les lieux, j'ai fait la photo exactement au même endroit. Il y a toujours des buis. Bizarre. L'homme prend la peine de dénommer ces lieux bouissasses. N'aurait-il pas sélectionné les plantes et éliminé les autres plantes pour ne garder que le buis, parce que le buis pourrait être une plante utile? Ou alors au contraire, deuxième hypothèse, toutes les autres plantes étaient utiles, l'homme a tout dévasté, sauf le buis, parce qu'il n'en avait rien à faire. Dans ce cas-là, je n'ai pas du tout de raison de vous faire une sous-partie sur le buis. Ce n'est pas une plante utile, entre guillemets, c'est une plante sauvage, ce n'est pas une ressource. En fait, le buis est une plante utile. Si on prend une étude de pharmacie parue après la Seconde Guerre mondiale, qui schématise, qui synthétise bien les choses, mais on a des ouvrages de botanistes plus récents, plus complexes, mais qui expliquent la même chose. Le buis, ça donne une substance qui peut être utilisée pour faire des médicaments en pharmacie. Mettez-en dans la bouche, c'est très amer, je pense qu'il vaut mieux pas en manger. Ça doit être un médicament à prendre en petite dose. C'est aussi utilisé en tournerie et en art-aux-pierres. Alors la tournerie, c'est la fabrication d'objets en bois autour, les boules, les pipes, les ustensiles de cuisine. Il y a quelques années, il y avait un musée du buis à Éguines, en Haute-Provence. Je crois qu'il existe toujours, et Éguines se qualifiait de capitale de la boule cloutée. Bon, en réalité, des boules cloutées, vous en avez à Saint-Guihen-le-Désert, vous en avez dans les villages autour de Nîmes. Voilà, la tournerie, c'est universel dans la France méditerranéenne à chaque fois qu'il y a du buis. L'art-aux-pierres, parlons-en. Alors, ce n'est pas celui qui m'intéresse le plus, mais l'art-aux-pierres, c'est ça. Vous pouvez peut-être faire toutes sortes de figures dans votre jardin. J'espère que vous en avez d'aussi beaux. Ce sont des haies taillées à partir de végétal, comme par exemple le buis. Au XVIIIe siècle, je ne vous promets pas qu'on faisait des éléphants en haies de buis. On faisait plutôt des parterres, des allées. Les nobles de la région, dans l'Hérault et le Gard actuel, faisaient arracher par leurs domestiques des petits plants de buis dans la garrigue pour faire des parterres, pour essayer d'imiter Versailles. C'est quelque chose qui se pratique très couramment, fin XVIIe et XVIIIe siècle dans la région. Mais bon, ce n'est pas une exploitation de la garrigue, c'est un détournement de la garrigue pour des jardins d'agrément. Par contre,
moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'usage du buis, c'est en fait un usage beaucoup plus universel, mais qui est beaucoup plus passé à travers des études, qui a échappé aux pharmaciens ou à ceux qui appartiennent à la Société européenne de l'art aux pierres, ça existe. Il y en a une américaine aussi, l'American Boxwood Association, art aux pierres, mais avec du buis spécialement, donc c'est ceux qui font des éléphants et autres. Ce qui leur a le plus échappé, en fait, c'est la question des amendements à partir du buis. Et pourtant, si on étudie la bibliographie régionale ou les archives dans notre région, on a une multitude de témoignages du fait que le buis était autrefois, par exemple ici sur Cosse de Blandas, dans le Gard, découpé, haché menu avec un petit outil, avec une machette. On a un gros tas de branches de buis. Ici, c'est le côté haché menu. Et ensuite, Adrienne Durand-Tulloux, ethnologue, historienne, géographe, savante, pluridisciplinaire et institutrice de village qui a observé sur le terrain et qui est allée voir les archives. Adrienne Durand-Tulloux montre bien comment ces végétaux sont ensuite mis dans l'étable, dans la bergerie pour faire la litière du bétail. Et ensuite, ça part dans le champ ou dans la vigne avec les excréments du bétail. Ça pouvait aussi être mis carrément dans des fosses à fumier à côté de la ferme, avec les excréments humains, les excréments animaux, les déchets de la cuisine. Ça pouvait aussi être épandu dans les rues pendant plusieurs mois dans nos villages, en Languedoc et en Provence, pendant l'hiver. On étendait des branches de buis mélangées avec toutes sortes de déchets qu'on jetait dans les rues. À la fin, avant le printemps, on balayait et on apportait ça dans les champs. Et puis on pouvait aussi l'enterrer sous terre au pied des vignes ou surtout au pied des oliviers. J'ai une multitude de contrats d'affermes d'oliviers qui demandent aux locataires chaque année de creuser des trous, de déchausser les oliviers pour mettre des déchets de buis à l'intérieur. Donc les contrats agraires, les procès aussi sont des sources importantes pour l'historien qui veut faire de l'histoire de l'environnement, parce que souvent ça sent très mauvais et il y a des moments où les consuls, l'autorité municipale, légifèrent en allant demander à tel ou tel d'enlever son creux à fumier de la rue parce que c'est nauséabond et on a même peur que ça cause des épidémies. Les médecins hygiénistes du XVIIIe ou du XIXe siècle ont beaucoup publié là-dessus en s'inquiétant des mauvaises odeurs, de la paille ou du buis qui pouvaient être mis en pourriture dans les rues ou près des maisons. Il y a même finalement un cas dans le Vaucluse, dans la région de Carpentras, où on incrimine une épidémie survenue pendant la période révolutionnaire, en l'an 5 de la Révolution, qui pourrait être due aux mauvaises odeurs. On est à l'époque de l'aérisme et de l'hygiénisme, où on explique les maladies par les mauvaises odeurs. Alors, toutes ne viennent pas des mauvaises odeurs, mais c'est sûr que pour l'hygiène, c'est quand même pas forcément quelque chose d'excellent d'avoir le buis à côté de d'avoir les éléments mis en pourriture à côté de la maison. Et heureusement pour nous, les historiens, ça nous donne des archives, ça nous donne des sources. D'autres archives viennent aussi de contrats d'adjudication des végétaux de la garrigue, comme les truffes tout à l'heure. Il y a des adjudications moyennant finance passées par des mairies, comme la mairie d'Argilier, dans le Gard, avec des particuliers pour leur donner moyennant finance, le droit d'exploitation du buis. Vous voyez que c'est des imprimés qui ont été faits et que le mot buis apparaît sur l'imprimé. Donc si la préfecture du Gard fournissait des imprimés, ça veut dire qu'il y a plusieurs communes qui massivement mettaient ces buis en adjudication. Donc, pour terminer, vous voyez qu'il y a une multitude de plantes qui peuvent être cultivées sur des murs en pierre sèche. Je n'ai pas parlé du mûrier pour nourrir le ver à soie, mais ça peut être cultivé au milieu de l'inculte, dans la garrigue. Il y a le buis. Et puis, je voudrais terminer sur le genêt. Il y a beaucoup de genêts dans les garrigues, mais il y en a un, le genêt d'Espagne, le spartier à tige de jonc, le Spartium jonceum, qui a été, dans le passé, une plante aux multiples usages. Et c'est celle-là dont je pourrais vous parler pendant des heures. Donc, je garde ça pour la fin. Parce que s'il me reste du temps, je vous en parle pendant 3 heures. S'il me reste moins de temps, je vous en parle pendant 5 minutes pour vous donner les grandes lignes. Et je pense vous avoir à peu près convaincu jusque-là que
les garrigues présentaient des ressources utiles pour la société. Le genêt, en fait, c'est quelque chose qui est complètement méconnu. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une thèse là-dessus. Et qui a été à plusieurs moments méconnu. Et il y a eu donc des découvertes et des redécouvertes de pratiques paysannes à plusieurs moments de l'histoire. Si on lit la littérature scientifique du XVIIIe siècle, on a l'impression que c'est lui, Auguste Broussonnet, docteur en médecine de l'Université de Montpellier, directeur du Jardin des plantes de Montpellier au tout début du XIXe siècle, qui a aussi été un homme politique, notamment pendant la Révolution française. Et c'est lui qui, dans un écrit de jeunesse, a écrit dans une revue savante agronomique de l'époque, en 1785, un texte qui explique que dans la région de l'Odève, dans l'arrière-pays de ce qui allait devenir le département de l'Hérault, on a utilisé une plante à fibres, une plante textile comparable au lin et au chanvre pour faire du linge, pour faire des torchons, pour faire des cordages. Et c'était le genêt d'Espagne. Et Broussonnet écrit dans cet article, et d'autres à sa suite, comme le texte que vous avez ici de 1825, d'autres à sa suite disent la même chose. Le genêt, c'est super parce que ça permet de nourrir le bétail, donc plante de garrigue, broussailles, normale. Mais en plus, ça fournit des fibres sans avoir besoin d'arroser ni de mettre de fumier, contrairement au chanvre. Et on garde les terrains cultivables, fertiles, pour autre chose que le chanvre. La prairie pour nourrir le bétail, le jardin pour nourrir une population croissante dans la France du XVIIIe siècle. Et on utilise les terrains de garrigue pour aller cueillir ces fibres sauvages. Le genêt est identifié par mes travaux en confrontant plusieurs documents, ici notamment des représentations iconographiques du début du XIXe siècle qui ne laissent aucun doute sur le fait qu'on sait bien de quel genêt on parle et c'est bien le spartier, celui qu'on appelle aujourd'hui le Spartium johnseum. Au XIXe siècle, avec l'arrivée de l'industrialisation, du coton, on oublie peu à peu ce genêt. Il décline, si bien que des savants français publient un article en 1892 dans le bulletin de la Société française d'acclimatation. Les Anglais de Kew Gardens, les jardins botaniques royaux de Londres, découvrent cette publication et sont très excités par cela. Et ils envoient le consul de Marseille faire une petite enquête. Et il se trouve que la publication de la Société d'acclimatation de 1892 parlait de production dans les Cévennes. Mais les Cévennes au sens large, à l'époque, ça allait jusqu'à l'Odève. Évidemment, le consul anglais de Marseille, lui, il cherche les Cévennes gardoises. Donc, il se renseigne du côté du préfet de Nîmes, du côté des savants nîmois. Et à Nîmes, il n'y a personne qui est au courant de ça. Et il y a toute une enquête. Et effectivement, ils se sont trompés parce qu'ils n'ont pas cherché du côté de l'Odève. Ils ont cherché du côté de Nîmes et du côté d'Alès. Et cette plante a continué à tomber en désuétude parce que les industriels anglais ne s'y sont pas intéressés, les industriels français avaient autre chose à faire. Et il a fallu attendre la politique d'autarcie du maréchal Pétain et l'arrêt des arrivages de fibres de coton venues des colonies ou venues d'Amérique, lorsque la France n'a plus eu ses colonies et n'a plus été alliée à l'Angleterre à partir du moment où la France a collaboré avec l'Allemagne nazie. Et il a fallu attendre ce moment-là pour qu'on relance des enquêtes et qu'on refasse des enquêtes auprès des personnes âgées et dans les archives pour découvrir qu'effectivement, le genêt avait été une fibre textile. Donc là, on est dans le Gard, à Rochefort-du-Gard, une publication de vulgarisation scientifique qui montre des gens en train de cueillir des fleurs. Alors, on ne sait pas trop si c'est pour le parfum, si c'est pour la teinture, ce n'est pas un usage très connu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Rochefort-du-Gard aussi, à cette époque-là, on cueillait des fibres de genêt. Ça durait encore en 1948. Le rationnement dure en France après la guerre jusqu'en 1949. Donc il y a toujours des problèmes du même type qui se posent jusqu'à la fin des années 1940. Et là, ce n'est pas pour les fleurs, c'est pour les tiges de genêt pour obtenir des fibres, pour faire des cordages, pour faire du linge, pour faire face aux pénuries en matière de fibres textiles. Donc ce à quoi j'invite pour le genêt et pour l'étude de toutes les ressources passées, c'est à se méfier des écrits des savants, à se méfier des écrits des universitaires particulièrement, des écrits de tous ces gens qui pensent savoir plein de choses, mais qui en fait voient
le peuple et les pratiques artisanales, techniques, industrielles, agricoles, simplement pendant quelques heures, simplement de loin, mais qui ne voient pas ce qui se passe 365 jours par an dans le champ. Auguste Broussonnet est venu, il s'est dit, tiens, ces paysans du Lot-des-Voix, ils sont intelligents, ils font quelque chose qui se fait depuis longtemps qu'on ne connaît pas ailleurs. Maintenant, on sait que ça se faisait en Albanie, on sait que ça se faisait en Italie. C'est vrai qu'en France, ça ne se faisait pas ailleurs. Mais en utilisant des textes produits par les paysans, on découvre autre chose. Ça, c'est un travail que j'ai fait il y a une dizaine d'années, depuis j'aurais pu compléter le graphique. Ça montre le nombre de publications du XVIIe et du milieu du XVIIIe siècle qui parlent du genêt comme fibre textile. Il n'y en a que 2 ou 3, j'en ai pas trouvé d'autres depuis. Par contre, il y a un boom à la suite de l'écrit de Broussonnet, parce que Broussonnet, c'est un grand savant qui est originaire de l'Hérault, donc bon, il a en même temps des contacts à Montpellier et à Lodève, et des contacts à Londres et à Paris dans les plus grandes sociétés savantes de la fin du XVIIIe siècle. Donc, après Broussonnet, il y a plein de savants qui recopient ses travaux, qui les vulgarisent, qui les reprennent, qui le citent ou qui ne le citent pas. Des fois, il y a du plagiat pur. Et qui donnent l'impression, si on n'étudie que les écrits des savants, qu'il se passe quelque chose de vraiment nouveau au XIXe siècle avec un intérêt pour une fibre textile. Mais les paysans du coin, eux, dans la région de l'Odève, ils avaient déjà, lors des contrats de mariage, des trousseaux de jeunes filles en 1734, donc bien avant Broussonnet, 50 ans avant lui, où il y avait des draps en toile de genêt, des serviettes, des nappes. La jeune fille se mariait et a amené les toiles de genêt qu'elle avait confectionnées elle-même avec des objets en genêt. Si on cherche dans les ancêtres des cadastres, les compois, si vous n'êtes pas à l'aise avec la lecture des textes d'époque, je vous ai transcrit ce texte ici, eh bien on a des terrains en genêt au XVIIIe et même, vous le voyez ici, en 1638, au XVIIe siècle, on utilisait déjà des fibres de genêt à des fins textiles. Quelques chiffres, je n'ai pas le temps de développer, mais je voulais juste vous montrer que ça restait quand même sur de très petites minorités de l'espace. Si on prend tous les villages de cette zone qui savaient pratiquer les fibres de genêt au XVIIIe et au XIXe siècle dans les cadastres napoléoniens, quelquefois on monte au-dessus de 10-15% de l'espace en genêt. Ça veut dire qu'une grande partie un tiers des garrigues sont cultivées en genêt, sont exploitées en genêt, mais dans le reste de l'espace, c'est souvent des terrains extrêmement dérisoires. Ce schéma a juste pour but, en un mot, de montrer à l'aide de toute la documentation locale que j'ai étudiée, notamment les procès, les contrats devant le notaire, qu'en fait l'espace n'est pas immobile, qu'il y a des terrains qui, à un moment donné, sont une genetière, à un autre moment donné, sont défrichés pour devenir un champ de seigle, à un autre moment, quelques années après, le sol s'épuise, ça devient un terrain abandonné, mais ensuite, on va pouvoir laisser pousser les genêts ou semer des genêts. On a même des contrats avec des graines de genêt. Et on voit au passage que finalement, la garrigue est faite de plantes sauvages, mais des plantes sauvages comme le buis qui semble être toujours sauvage, mais aussi des plantes sauvages comme le genêt qui sont quelquefois récoltées, semées, qui font l'objet d'une véritable agriculture et qui font l'objet surtout de cycles. Alors comme je suis historien, je pourrais encore passer beaucoup de temps à vous faire une chronologie parce que contrairement à la lavande, au buis, au chêne kermès, où j'ai du mal à avoir des évolutions dans les techniques de travail et dans l'exploitation des ressources, pour le genêt, j'ai les moyens de faire toute une chronologie que je traite rapidement sans avoir le temps de détailler, mais en gros, c'est une chronologie qui est en interaction avec la démographie. Quand la population se met à chuter, les genêts se répandent comme une plante sauvage, la reforestation spontanée. Quand la population se met à augmenter, au XVIIIe siècle notamment, l'action des savants n'aidant pas, parce que les savants arrivent à la fin, quand la population se met à augmenter, les genêts sont toujours très massivement présents, mais désormais, ce n'est pas seulement des plantes sauvages qui colonisent les friches, c'est des plantes qui rentrent dans les cycles de rotation et qui sont préservées. Et là, il y a des procès avec des gens qui se disputent pour les genêts, alors qu'au XVIIe siècle, les genêts étaient spontanés, personne ne se disputait pour les genêts parce qu'il
il n'y en avait pas besoin, la population était peu nombreuse après une crise démographique, etc., etc. Ça entre aussi en résonance avec l'histoire de l'artisanat textile et les moments où l'artisanat textile dans les campagnes est le plus développé, le moment où il y a le plus d'outils comme des rouets ou des métiers à tisser utilisés par les paysans, comme par hasard, c'est aussi le moment où il y a le plus de fabrication de toiles de genêt, parce que grâce à la ville et à la sous-traitance des industriels urbains qui font travailler les paysans dans les campagnes, les paysans acquièrent au XVIIIe siècle un savoir-faire artisanal industriel qu'ils répercutent sur leurs fibres d'autosubsistance que sont les fibres de genêt. Voilà, donc à la lumière de ces quelques études de cas, j'espère vous avoir montré au passage qu'est-ce que c'est que l'histoire environnementale. L'histoire environnementale que j'adore, que j'apprécie, que je pratique dès que j'ai le temps, c'est une histoire qui étudie l'environnement mais avec l'homme. Donc éco-socio-système ou socio-écosystème, les interactions entre l'écologie, les éléments naturels et la société humaine. Les garrigues, elles changent, elles sont en mutation, même si quelquefois ce sont les mêmes ressources qui sont exploitées pendant plusieurs décennies, ce n'est pas forcément au même endroit. Il y a des endroits où le sol s'épuise, on abandonne, des endroits où on se met à surexploiter une ressource qui s'épuise. C'est le cas du kermès au XVIIIe siècle, par exemple. On a tellement exploité le kermès que peu à peu, il disparaît. On a des ressources importantes sur le plan écologique, mais quand on parle de ressources, on peut aussi parler de ressources au sens propre, au sens économique, qui pourraient être intéressantes pour les sociétés futures intéressées par le développement durable, l'utilisation de fibres naturelles, c'est des choses qui reviennent aujourd'hui. L'histoire est là pour identifier des ressources passées, pour les identifier en croisant les sources, parce que si on prend un seul type d'archive, un seul type de document, on échoue, on se trompe, on n'arrive pas, sans croiser une multitude de documents, à bien appréhender toutes ces ressources. Et puis, les garrigues sont des espaces qui sont fragiles, qui sont menacés, soit menacés de déprise, soit menacés au contraire de disparaître à certains endroits. Et il existe, comme pour tous les milieux naturels, des pratiques d'écologie de la restauration, c'est-à-dire des tentatives de restaurer un milieu passé. Mais là, la question se pose, comme toujours en écologie de la restauration, qu'est-ce qu'on veut restaurer ? Est-ce qu'on veut restaurer la garrigue d'il y a 40 ans, qui était la garrigue abandonnée, avec des broussailles qui étaient en train de se développer avant l'arrivée des villas? Est-ce qu'on veut restaurer la garrigue boisée? Est-ce qu'on veut restaurer la garrigue complètement déboisée, broutée par les chèvres? Est-ce qu'on veut la garrigue du néolithique avant qu'il y ait les premières ouvertures? L'histoire est là pour apporter des informations sur des moments de l'environnement, et ensuite la société d'aujourd'hui et la société de demain, c'est elle qui choisit comment elle va préserver ou ne pas préserver, transformer, retransformer ou revenir à un état passé, et à quel état passé ou ne pas revenir à un état passé. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis désolé d'être un petit peu long. Merci.